Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Pour en savoir plus et devenir patriote vous-même, rendez-vous sur patreon.com/rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle, non pas bimensuelle, ah là là, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Voilà, je suis absent pendant 2 semaines et j'oublie comment fonctionne l'émission, je reviens à mes vieux classiques. Je suis Patrick Béja et je suis votre hôte pour cet épisode. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier épisode post-vacances de Patrick, mais quand même encore un petit peu dans les vacances parce qu'on est encore en août. J'ai le plaisir donc d'accueillir Marion d'un côté. Comment ça va Marion ? Bonjour, très bien, c'est encore l'été, donc ne raccourcis pas l'esprit des vacances, s'il te plaît. Écoute, l'épisode, je pense, va être encore un épisode d'été, effectivement, parce qu'on on a des sujets intéressants, mais ça risque d'être un peu plus court que d'habitude. À chaque fois que je dis ça, on fait plus long, donc on va voir ce que ça donne. De l'autre côté, j'ai Jeff qui me fait le plaisir de revenir comme tous les mois depuis la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis Palo Alto aujourd'hui. D'habitude, c'est San Francisco, là, c'est Palo Alto, donc il fait meilleur, plus beau, plus chaud. Et les vacances, ça fait longtemps, donc on est retourné au boulot. Et malgré cette réputation qu'on a ici de prendre tout le mois de juillet et le mois d'août en vacances, non, c'est pas le cas. Non, et pourquoi tu es à Palo Alto alors ? Est-ce qu'il y a des meetings secrets, des choses incroyables qui sont en train de se passer ? Non, c'est pas secret du tout. C'est 2 fois par an, il y a ce qu'on appelle Demo Day de Y Combinator, qui est oui, bien sûr, le truc le plus connu en termes d'accélérateur, incubateur, etc. Et donc aujourd'hui, c'est là où à peu près 450 VC se retrouvent dans un amphithéâtre serré comme des sardines pour écouter le pitch de quelque chose comme 120, 125, 130 entrepreneurs sur 2 jours. Et donc, c'est de 2h à 6h aujourd'hui, 2h à 6h demain. Et je peux te dire que le dernier batch, donc c'est organisé en gros une quinzaine de boîtes, un break, une quinzaine de boîtes, un break, une quinzaine de boîtes, un break. Les derniers 15, tu veux vraiment tirer une balle parce que tu en as ras-le-bol. Je peux comprendre, mais c'est un truc que vous faites donc tous les ans et que tu apprécies, donc 2 fois par an, que tu veux faire pour les opportunités de financement éventuel, ou voilà, parce qu'il faut le faire, parce que c'est un truc où il faut le faire pour être bien vu, ou c'est pourquoi tu y vas en fait ? Pourquoi tu y vas ? C'est parce que Y Combinator, au cours des années, a réussi à trouver en fait des jeunes pousses de type Dropbox, de type Airbnb, etc. Et donc, ne serait-ce que pour leur capacité d'identifier 1 ou 2 boîtes extraordinaires chaque 6 mois, tu y vas et puis tu souffres au travers des 120, 125, 130 pitchs. Et objectivement, on a trouvé des très belles boîtes. Par exemple, Front, on avait parlé de Front dans des épisodes il y a quelques temps. Donc Mathilde Collin a fait Y Combinator il y a 4-5 ans maintenant. Et donc j'ai eu la chance de la trouver avant YC. Et j'avais investi en fait avant ce démo day, et après son passage sur scène, en gros, on avait des offres d'investissement pour plusieurs millions de dollars parce qu'elle avait fait un excellent boulot. Et donc le jeu pour un investisseur qui va essayer de trouver une boîte à YC, c'est d'investir avant démo day. Ah oui, d'accord. Donc l'idée, c'est d'y aller avant et pour pouvoir commencer. Oui, je comprends. Mais dis-moi, un mauvais pitch classique. J'imagine qu'il y en a une majorité, peut-être pas à Y Combinator, mais c'est quoi ? C'est genre, nous, on veut faire le Uber de la garde de chat, ou nous, c'est le Airbnb des milkshakes, ou c'est des trucs que tu redoutes, c'est ce genre de choses ? Les entrepreneurs sont très très préparés.
pendant des semaines, en fait, ils vont préparer leur pitch meeting, ils vont préparer leur présentation, ils vont affiner, peaufiner, s'assurer que ils arrivent à dire tout ce qu'ils ont à dire en 2 minutes 30, parce qu'ils sont sur scène pour 2 minutes 30. Ouf, Et ils vont toujours avoir deux choses. Un, c'est souvent que tu as c'est un tel pour telle catégorie, donc le Uber pour les chats, voilà, absolument, ou le Airbnb pour les chaussures, ce qui ne veut strictement rien dire. Et des fois, ils te donnent cette analogie, tu te grattes la tête en disant « What ?» Et il y a toujours donc un slide sur leur traction, et donc tu vois toujours cette courbe qui n'a pas d'axe, mais où tu vois une courbe qui va vers le haut, en hockey stick comme on l'appelle. Donc c'est comme une truc de hockey. Donc ça commence, c'est très plat, et d'un seul coup, pouf, ça décolle. Et tout le monde se marre parce que toujours toutes les présentations ont la même chose. Cela dit, de temps en temps, tu as des entrepreneurs qui font un excellent boulot, qui sont super captivants, et tu essaies d'aller les voir, et après, en fonction de comment ça se passe, tu investis, etc. Donc c'est la grand-messe aujourd'hui et demain, et donc on va aller s'ensardiner pendant 4 heures aujourd'hui, d'ici une petite heure, quoi. Très bien. Bon, écoute, justement, tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu dois aller faire ton démo day, donc on va pas tarder plus longtemps. Je te souhaite quand même bon courage pour ça, ça a l'air d'être une expérience. Avant de nous lancer dans l'émission où on va vous parler de KaiOS, vous allez voir, c'est hyper intéressant, KaiOS, KAIOS, pas CAI2LEOS. On va vous parler de banques qui construisent des profils sur vos comportements biométriques. Vous allez voir, c'est intéressant aussi. Et puis plein d'autres petites news sur Apple, Google, Amazon, etc. Mais avant ça, je voudrais quand même remercier très chaleureusement Jérôme et Guillaume d'avoir pris la main sur l'émission pendant que j'étais en semi-vacances. Comme je le disais, je faisais quand même des choses, mais bon, à moitié en vacances quand même. Et j'ai beaucoup apprécié le coup de main qu'ils m'ont donné, et j'espère que vous avez apprécié leurs épisodes respectifs. Donc un grand merci à eux encore une fois. Donc on va commencer avec KaiOS, qui est un OS dont je voulais vous parler et dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui est pourtant hyper intéressant et qui est en voie de devenir le 3e OS mobile principal, enfin le 3e grand OS mobile, à côté de iOS bien sûr et Android évidemment. Et là, quand je vous dis ça, vous allez me dire, mais enfin, de quoi il parle ? Qu'est-ce que c'est que cet OS dont personne n'a jamais entendu parler ? Eh bien, en fait, c'est un OS qui n'est pas destiné au marché auquel nous sommes habitués. C'est un OS qui s'appelle The Emerging OS, qui s'intitule lui-même The Emerging OS. Et c'est un OS qui est destiné aux, entre guillemets, dumb phone ou aux feature phone, qui standardise ce segment du marché et qui permet d'avoir un OS effectivement standardisé pour tous ces téléphones qui ne sont pas des téléphones de la vague des smartphones qui sont arrivés avec iOS. Et il a été lancé en 2017, KaiOS. Il a déjà 15% de part de marché en Inde, devant iOS. Il est surtout installé en Inde et en Afrique. Et il a une base installée d'environ 40 millions de téléphones aujourd'hui. Alors, c'est pas incroyable, mais ça progresse rapidement. Il prévoit une centaine de millions avant la fin 2018. Donc, ça va très, très vite. Et les raisons pour lesquelles ça va très très vite, c'est que c'est un OS qui est prévu pour des téléphones très bon marché, très simples et très accessibles à énormément. En fait, ça permet d'avoir des fonctionnalités de smartphone pour les téléphones, les vrais téléphones que les gens dans le monde en moyenne utilisent, pas les gens des pays riches dans lesquels nous vivons, qui représentent finalement en quantité une très faible quantité de la population mondiale. Bon, j'exagère à peine, disons qu'on n'est certainement pas la majorité. La majorité de la population n'a pas les moyens de se payer un téléphone. On parle même pas de téléphone Android bon marché, entre guillemets, à 200 ou 300 euros. Là, les téléphones dont on parle, ils coûtent en moyenne autour de 50
50 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est un OS qui est prévu vraiment pour des téléphones très 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 bon marché. Il y a même un téléphone en Inde qui est vendu par l'opérateur Jio, qui s'appelle le JioPhone, qui est vendu pour 22 dollars américains. Donc c'est vraiment une somme très très faible. Alors la manière dont il fonctionne cet OS, c'est qu'il est basé sur Firefox OS, qui a été abandonné il y a déjà 2 ans si je ne m'abuse, et qui était vraiment centré sur les applications web. Et l'OS était open sourcé. Et donc, kaiOS l'a pris et en a fait quelque chose de pas tout à fait open source, ce qui est bon, ce qui est de bonne guerre. Ils l'ont forqué en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est... Oui, enfin bon, ils doivent avoir un département légal qui gère ces choses-là, mais il est basé sur des web apps. Donc, le développement pour cet OS est extrêmement simple et il y a plein de trucs malins pour réduire les coûts. Ils ont un store dans lequel ils n'acceptent que certaines applications pour s'assurer qu'il y a quand même une standardisation de leurs appareils. Ils sont, comme je le disais, très bon marché parce que ils n'ont pas besoin de touchscreen, ils n'ont pas besoin d'écran tactile, qui est la partie du téléphone qui est la plus chère à acheter ou à fabriquer. Ils ont des claviers, vous savez, les claviers téléphoniques classiques, qui sont les claviers de téléphone avec les 9 chiffres, etc. Ils peuvent fonctionner sur 256 mégas de RAM, donc vraiment pas grand-chose. C'est pas beaucoup, hein. Vraiment pas grand-chose. C'est le Nokia 8810, vous savez, le téléphone banane de Matrix qui est ressorti récemment en version un petit peu modernisée. Eh ben, il tourne sous kaiOS. Et l'autre grosse astuce qui est assez maligne, c'est qu'il supporte la 4G, ce qui a priori est un peu plus cher que de supporter la 3G, mais les opérateurs sont hyper contents de cette fonctionnalité parce que s'ils passent tout le monde à la 4G avec Voice over LTE, c'est-à-dire la voix en 4G, ce qui n'était pas possible jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, la 4G était utilisée pour la data, mais la voix repassait sur la 2G ou la 3G. Maintenant, la possibilité existe et il y a des téléphones qui peuvent faire ça, et donc les opérateurs poussent vachement ce type de téléphone pour pouvoir à terme ne plus s'occuper de leur réseau, ne plus maintenir leur réseau 2G et 3G et pouvoir se concentrer sur la 4G et la 5G à terme bien sûr. Et évidemment, avec ce type d'appareil, ils peuvent vendre des forfaits de données, alors très bon marché, à quelques dollars par mois. On parle de genre 50 cents ou 2 dollars, 3 dollars, 2 dollars et demi, quelque chose comme ça. Mais ils peuvent vendre de la data en plus du téléphone et du service classique. Donc, il y a énormément de bons côtés pour kaiOS. Je vais vous parler d'autres choses aussi dans un instant, de l'investissement de Google, qui a investi un petit peu d'argent dans kaiOS, mais je vais déjà vous demander qu'on discute un petit peu de tout ça, et je vais préciser que il y a une vidéo qui est très bien faite sur le sujet de la chaîne Tech Altar, qui parle de kaiOS, que je vous encourage à aller regarder si vous en voulez un petit peu plus. C'est une vidéo en anglais, mais qui est vraiment très bien faite sur tous ces sujets. Donc déjà, tous ces trucs-là, est-ce que là, on tient enfin notre troisième OS mobile qui viendrait d'un endroit qu'on n'imaginait pas forcément, quoi. Je vais poser la question peut-être à Jeff. Je ne sais pas si tu as un œil sur les pays en voie de développement ou sur les opportunités qu'il peut y avoir là-bas ou la manière dont ils se développent, mais est-ce que tu penses que le troisième OS pourrait venir de cette partie du marché ? Ça a du sens quand tu réfléchis bien, puisque c'est la course aujourd'hui à la fonctionnalité entre iOS et Android, et c'est forcément basé sur des plateformes matérielles qui ont plein de fonctionnalités. Et puis c'est un peu, enfin c'est pas étonnant. J'avais pas entendu parler de kaiOS. Mais si personne, il est sorti il y a un an et demi à peine, ouais. Même si je me rappelle avoir vu en passant le tour de Series A que Google a été le lead, donc ils ont quand même investi de 22 millions. Bon, pour Google c'est rien, mais oui. 22 millions c'est quand même pas mal pour le premier tour de la boîte. C'est un Français qui j'apprends à propos de kaiOS au fur et à mesure. Donc Sébastien Cotteville, qui est un mec qui a beaucoup d'expérience dans le monde des telcos, qui était chez Alcatel pendant un bout de temps avant d'être le CEO.
Nous, on n'aurait pas regardé parce que la boîte, a priori, lui, il est basé à Hong Kong, même si le développement a l'air d'être basé à San Diego. La grosse question, c'est quelles sont les économies que tu peux avoir en tant que développeur de l'OS, sachant que ce sont des téléphones qui n'ont pas beaucoup de fonctionnalités, qui sont peu chers, puisqu'on sait que Google ne fait pas d'argent sur Android, mais par contre, ils ont énormément de revenus sur la partie search, d'accord ? Bien sûr. Donc, c'est assez fascinant qu'ils arrivent à développer quelque chose de smart, entre guillemets, pour les feature phones. Ça a du sens. Est-ce que ça peut vraiment être une grosse boîte indépendante avant que Google les rachète ? Bon, Google s'est déjà positionné dans le capital avec cet investissement. Ah, donc tu penses qu'ils ont un investissement déjà qui est important à la base, mais peut-être pour se dire, si on voit que ça décolle, on peut les récupérer relativement facilement, quoi. Voilà, et ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être... c'est intéressant. Mais tu penses que quelqu'un va les racheter ? Tu te dis, c'est pas un truc qui va rester... d'accord. Non. D'accord. C'est mon métier, c'est ce que je fais. Tu vois quelque chose, tu le développes, et puis au bout d'un moment, soit tu penses que c'est une boîte indépendante, et à ce moment-là, tu la mets sur les marchés publics, soit tu pars du principe que quelqu'un va mettre en place toutes les ressources d'engineering, de marketing, de distribution pour que l'OS soit vraiment distribué partout. Et je pense que c'est difficile, étant donné les ressources limitées que tu vas avoir pour faire tout ça, que ça reste indépendant. Donc, ça ne m'étonnerait absolument pas que d'ici 2, 3, 4 ans, quelqu'un les rachète. On peut imaginer, par exemple, que Facebook se dise on veut notre propre OS, peut-être, surtout s'il est concentré sur les marchés en voie de développement, encore que, voilà, tout à fait. Pas forcément... C'est exactement pour ça que j'ai pensé à Facebook, c'est que ce sont des marchés qui sont super importants pour la boîte en termes de développement, et ils sont limités en fait à la pénétration d'Android et d'iOS aujourd'hui, et donc ce serait pas forcément une idiotie, quoi. D'ailleurs, l'investissement qu'a fait Google, il y a une raison qui est assez intéressante, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les assistants vocaux sont très importants sur kaiOS, parce que d'une part, c'est compliqué de taper avec le clavier T3 machin, et il y a des gens, c'est pas hyper pratique. Et puis, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont illettrés, qui savent pas lire et écrire, et donc avoir un assistant vocal est beaucoup plus facile à utiliser que d'essayer. Surtout en Inde où la plupart des gens parlent anglais, c'est beaucoup plus facile que ça rend beaucoup service aux gens qui peuvent pas utiliser leur téléphone en plein et faire de recherche autrement. Donc évidemment, Google avec Google Assistant est très intéressé par ce type de fonctionnalités. Je sais que c'est quand même assez loin de nous, tous ces types d'appareils, mais Marion, est-ce que ça te parle kaiOS ? Est-ce que tu le vois devenir important ou plus important à l'avenir, ou qu'est-ce que tu en penses ? C'est ce que vous avez dit, hein. Je pense que vous avez bien cerné le sujet. En effet, ils sont concentrés sur les marchés émergents, et aujourd'hui, le marché ce que représente l'Inde, la Chine ou l'Afrique, c'est quand même des marchés énormes, et que les grands constructeurs ou les grandes sociétés ne peuvent pas ignorer. On voit les difficultés de Google en Chine, on voit comment Apple, Google, etc. essayent de s'installer en Inde. Donc évidemment, le fait que Google investisse dans kaiOS, ça fait complètement sens pour moi, hein. Ouais. Et là où ça devient hyper intéressant, à mon sens, c'est que les OS qu'on a aujourd'hui, que ça soit Android ou iOS, ils peuvent faire des appareils relativement simples, mais ils peuvent pas descendre au type d'appareil que fait kaiOS. Et il y a toute cette partie de la population, comme tu le dis très justement, Marion, il y a la Chine. On pense souvent aux iPhones en Chine qui se vendent beaucoup, mais au-delà de Shanghai, Shenzhen, etc., la Chine est évidemment immense, et il y a une grande partie de sa population qui peut pas se payer ce type d'appareil. Donc, le marché pour un OS qui puisse tourner sur des téléphones qu'on va vendre à 20-30 $, il est hyper important. Et je me demande, moi, si on va fantasmer un petit peu, si kaiOS ne peut pas commencer par ce type de produit,
et puis à terme, pas tout de suite, mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, évoluer vers des appareils peut-être plus d'abord milieu de gamme ou bas de gamme Android, et puis milieu de gamme, et puis ensuite, pourquoi pas, avoir plein d'autres types d'offres. Donc, et la clé, c'est vraiment cette standardisation de ce marché des feature phones, des dumb phones qui sont plus dumb, qui existait depuis longtemps. Il y a plein d'OS différents, mais c'était complètement segmenté. Là, ils se disent, bah voilà, on fait un OS pour ces appareils, et du coup, ils installent une base hyper importante très très vite parce qu'il y avait un besoin, quoi. Tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on le réalise pas, mais il y a vraiment toutes les applications standards qu'on a l'habitude de trouver. Donc, ça va ouvrir à toute une frange d'utilisateurs qui n'étaient pas encore connectés à ces services. Ça va ouvrir tous les services que nous on utilise aujourd'hui, et ça va représenter donc des nouveaux utilisateurs pour toute cette plateforme, quoi. Ouais. Alors bien sûr, c'est pas les utilisateurs les plus faciles à monétiser correctement parce que c'est pas les plus riches, mais il n'empêche. Aujourd'hui, oui, c'est sûr. Et puis même, t'as la pub quand même. Hein. C'est certain, oui. Et puis non, mais oui, aujourd'hui, c'est comme le Coca. Il faut le vendre aux enfants quand ils sont encore jeunes, parce que comme ça, ils continuent à en acheter quand ils sont. Enfin, il faut leur en donner envie quand ils sont encore jeunes, parce que comme ça, ils en achètent quand ils ont de l'argent. Donc, ouais. Imagine, tu commences avec ton premier smartphone. Je pense que moi, un de mes premiers smartphones, c'était le 3310. C'était pas le premier, mais c'était un des premiers. Et on a toujours un souvenir un petit peu ému de Nokia. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, on a un affect lié à Nokia. Et du coup, ça, c'est assez fort aussi pour une image de marque. Donc, s'ils arrivent à avoir ça avec le marché indien, chinois, africain, ça peut fidéliser aussi dans les années à venir. Après, bon, là, c'est trop tôt pour le dire. On s'emballe un peu, mais ça peut être intéressant. Bon, donc voilà pour KaiOS, K-A-I-O-S, comme ça vous saurez maintenant. Voilà, maintenant vous saurez. Un autre sujet que je voulais évoquer rapidement, c'est une méthode des banques pour combattre la fraude, qui en fait, ils analysent votre comportement biométrique. Enfin, ils ont des biométriques sur votre comportement à partir de votre comportement sur votre téléphone portable ou enfin principalement sur le téléphone portable, mais aussi sur les sites, c'est-à-dire la manière dont vous bougez la souris, la manière dont vous tapez sur le téléphone portable, la manière dont vous swipez, dont vous tapez sur l'écran, etc. Et ils construisent un profil personnel sur vous. Et si quelqu'un d'autre ensuite réussit à s'introduire sur votre compte et fait des opérations, mais avec un autre profil, un autre type de comportement qui est inhabituel, eh bien, ça va peut-être lever une alerte et ils vont dire, oula, une seconde, avant de confirmer ce transfert, on va demander la confirmation par un autre biais, par un coup de téléphone ou par un truc, parce que là, il y a un truc louche. Et ce type de méthode existe depuis longtemps pour les paiements par carte bleue et les paiements avec les banques. Vous savez qu'ils utilisent des trucs du genre, si vous faites un achat à Paris avec une carte bleue et que 3 heures plus tard, vous faites un achat en Chine, et ben là, il y a un petit truc qui fait clic dans le système des banques, et ils vont pas forcément autoriser le système tout de suite, et ils vont demander une confirmation, ou ils vont bloquer la carte bleue, etc. Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais avec la construction d'un profil sur votre utilisation de l'appareil. Et ça m'a un petit peu, je dirais, presque fait flipper, parce que oui, pour les fraudes, c'est très bien, mais imaginez qu'on puisse, parce que ça c'est un truc qu'on sait que les humains manipulent la souris et le clavier de manière différente d'un ordinateur. D'ailleurs, il y a ces petits checkbox pour dire « je ne suis pas un robot » quand vous remplissez un formulaire. Et le simple fait de cliquer sur la boîte à cocher, eh bien, vous le faites d'une manière qui est différente de celle d'un robot. Donc ça, on le savait. Mais le fait que chaque personne a peut-être une manière de manipuler la souris ou de taper et swiper différente, du coup, ça ouvre la porte, non pas à toutes les fenêtres, mais ça ouvre la porte à un profil qui n'est même plus juste un profil Facebook ou Dieu sait quoi. C'est presque je dirais, une identité numérique que vous ne pouvez pas effacer. Si, et je suis sûr que les sociétés d'adtech, de publicité, s'intéressent à ce genre de choses, on pourrait construire un profil sur vous
qui est presque aussi personnelle que votre empreinte digitale, à la limite. Tu parles d'empreinte, mais c'est ça, c'est une empreinte de comportement biométrique. Empreinte comportementale, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et donc ça, c'est assez problématique, en fait. Ça me fait flipper, ou il faut flipper, il faut commencer à avoir peur. Jeff, toi qui suis les startups un petit peu partout, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de choses? Est-ce que ça serait même éthique de se dire on fait un... Pardon, comment tu l'as appelé, Marion? C'était très bien. Une empreinte comportementale. L'empreinte comportementale, oui. Ouais. Bah, tu sais qu'on a eu des discussions sur tout ce qui est la privacy, sur tous ces habilités que la fraude, en gros, c'est toujours une course entre les malfaiteurs et les boîtes de sécurité. Donc, si ça peut éviter si ça permet de détecter que tu t'es fait hacker et que ton compte en banque est en péril, personnellement, ça me gêne absolument pas de dire c'est bien moi. Et aujourd'hui, ça on est d'accord. Pour protéger ton compte en banque, ça c'est sûr. Mais la question se pose quand ça devient un profil pour te servir de la pub, quoi. Ou même pire, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, là, il s'agit d'analyser les mouvements et les interactions qu'un utilisateur a avec un service ou une plateforme via des clics, via de la navigation, via du touch. Et ça peut donner des signaux qui vont taper dans le domaine de la santé. Et être ensuite, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'article, j'ai vu, qu'ils peuvent mettre à disposition de tierces parties. Et donc là, ça peut identifier des problèmes de santé qui pourraient influencer des tierces parties, des offres d'assurance, de santé, de couverture, etc. Ouais, ça c'est le fantasme ou la peur qui revient toujours aux États-Unis, c'est cette histoire d'assurance qui va changer en fonction des données que vous allez avoir. Oui, c'est vrai que tu as deux choses. Un, c'est est-ce que ce sont des technologies qui permettent de valider que c'est bien toi? Donc, on a une idée de la personne et on valide juste que c'est bien la même personne basée sur les aspects comportementaux. Ou est-ce que la signature que tu crées en fonction de tes mouvements est suffisamment différente des autres personnes pour que ça te permette d'identifier que c'est moi, Jeff, et c'est pas Patrick. Et c'est là où, en fait, ça me paraît un peu... Enfin, ça fait des années que des boîtes essayent de trouver un moyen de se débarrasser du mot de passe, tu veux dire? Pas forcément se débarrasser du mot de passe, mais de trouver un autre mécanisme qui permet en fait de loguer les gens ou de confirmer leur identité. Donc effectivement, si imagine quelqu'un commence à avoir un peu de tremblement parce que malheureusement ils ont le Parkinson ou quelque chose comme ça, effectivement si les boîtes le détectent, même avant que ce soit identifié de façon clinique, ça pourrait effectivement changer les premiums pour l'assurance et tout. Mais comme on l'a vu avec GDPR, à partir du moment où tu vas attaquer l'aspect personnalisation, il y aura de la législation qui le couvrira. La grosse question, c'est qu'est-ce qui se passe entre maintenant et le moment où ça va se passer. Ouais, c'est... Tout à fait. Ouais. Ok, tu voulais conclure, Marion, ou j'avance? Non, c'est ce qu'a dit Jeff. Hein. Il y a une notion aussi de comment sont stockées les données, comment elles sont protégées, qui y a accès et comment on en informe les utilisateurs. Parce que là, en ce moment, comme tu dis, comme il n'y a pas vraiment de cadre, c'est de nouveau, on peut craindre un peu la foire et le libre service, quoi. Ouais, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se dit qu'on commence à pas en voir le bout, mais on a compris un petit peu les mécanismes de ce type d'opération tech. À chaque fois, il y a un nouveau truc, genre l'idée qu'on puisse nous identifier par la manière dont on bouge la souris, ça me paraît à moitié fou, quoi. Et en même temps, c'est plein de promesses, ces histoires de combattre la fraude et puis peut-être, pourquoi pas, en évoluant le truc, d'aider à identifier les gens pour les logins et ce genre de choses.
c'est positif. Et puis de l'autre côté, il y a toutes les craintes qu'on peut avoir et la construction de profils pour la pub ou pour d'autres choses qui sont inquiétantes. Mais bon, c'est l'histoire de la technologie, ça. Mais enfin, ça s'arrête jamais. Hein. On va avoir de plus en plus d'informations et c'est intéressant parce qu'on peut même extrapoler jusqu'à dire est-ce qu'on peut détecter que Patrick il est fatigué ce soir parce que le petit a beaucoup pleuré ou ce soir Patrick il est motivé, il a la forme ou il est anxieux, etc. Et donc du coup on va lui donner des publicités en fonction de son humeur parce qu'on a remarqué que s'il est un peu énervé on va lui mettre un peu moins de pub. Par contre quand il est d'extrêmement bonne humeur, on va lui mettre un petit peu plus. Oh là là, je sais pas si ça doit m'exciter ou me déprimer ce genre de choses. Bon, on va faire une petite pause pour vous parler des patriotes, des fantastiques patriotes qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Vous le savez, l'émission n'existe que par les auditeurs qui choisissent de la soutenir. Sans eux, elle n'existerait pas du tout. Et donc, je voudrais les remercier très chaleureusement tous. Je ne vais pas citer de noms spécifiques aujourd'hui, tous autant qu'ils sont. Et vous, pour ceux qui ne connaissent pas, la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. Vous choisissez le montant que vous voulez donner par épisode, le prix d'un petit café ou d'une petite bière. Vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est, comme j'aime à le dire, le business model le plus sain qui soit, le plus sain de la Terre. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'on vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/rdvtech au milieu de l'été. Ça serait un fantastique moyen d'occuper votre temps. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes, par exemple, ou sur vos plateformes de podcast préférées. Je vais lire très rapidement ceux de David76 et de Zib qui ont dit respectivement « Super !» un podcast que j'écoute depuis plusieurs mois maintenant. Patrick et les personnes dont il a le chic de savoir s'entourer sont très souvent pertinentes sur leurs analyses. En bref, un bon moment d'écoute pour tous les amoureux de la technologie. Allez-y, les yeux fermés. Merci David. L76 et Zib qui dit « Auditeur depuis bientôt 3 ans, je ne peux plus me passer de ce rendez-vous hebdo sur la tech. Le podcast est de qualité avec de très bons animateurs. L'indépendance de Patrick sur les thèmes abordés sans langue de bois est un vrai plus. D'autres podcasts à suivre sur frenchspin.fr. N'hésitez pas. Merci à toi Zib et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, que ça soit sur Patreon ou en parlant à leurs amis, à leurs collègues, en harcelant leurs connaissances pour leur dire qu'ils doivent écouter le Rendez-vous Tech. Merci à vous tous. Et on parlait d'indépendance, on va voir si ça se confirme avec ces petites news sur Apple et puis sur Google aussi. Vous savez qu'on aura sans doute une keynote pour présenter les nouveaux iPhones en septembre, donc le 12 septembre, c'est la date qui semble faire le consensus chez les analystes. Et bien sûr, on aura les 3 nouveaux iPhones, un iPhone avec écran LCD, ils auront tous le Face ID avec le notch sur l'écran bord à bord et le notch, un écran LCD qui serait de taille intermédiaire, un iPhone XS qui serait de la taille de l'iPhone X aujourd'hui et un iPhone XS Plus qui serait beaucoup plus grand, qui ferait je crois 6 pouces 50 ou même un petit peu plus. Donc ça c'est les trucs dont on sait qu'ils vont arriver, mais il y a aussi d'autres choses qui sont en préparation visiblement. Un iPad Pro 11 pouces qui aurait lui aussi un écran bord à bord avec Face ID et donc la bordure, enfin le notch, des nouvelles Apple Watch, donc la Series 4, la 4e série, il y aurait, avec un plus grand écran là aussi, il y aurait enfin un MacBook Air remis au goût du jour, enfin, et qui serait en dollars en tout cas, moins de $1,000, donc un MacBook Air entrée de gamme. Est-ce qu'il y a parmi tous ces appareils des choses qui vous tentent, qui vous intéressent? Qu'est-ce que vous en pensez? Commençons par le plus grand fan d'Apple dans cette assemblée. J'ai nommé Jeff. Non, je me suis calmé. T'es devenu raisonnable récemment? Ouais, on regardera de toute façon le 10S et le 10S Plus en fonction des specs, etc. Objectivement, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas besoin d'upgrader. Le 10S c'était sympa pour un certain nombre de choses. Maintenant que je me suis fait à Face ID, je pense que je vais y rester.
Mais sur les autres appareils, surtout les iPhones, on sait qu'ils arrivent tous les ans, mais sur les iPads, les Apple Watch, les MacBook Pro, tout ça. Bah, je suis toujours un fan de Fitbit, même si j'ai vendu ma position depuis très longtemps, et donc j'utilise toujours les produits Fitbit. Donc il y a le Fitbit Charge 3 qui va arriver d'ailleurs. Le Charge 3 qui vient de sortir, oui, tout à fait. Ouais, parce que en fait, avec écran tactile et tout. Avec écran tactile. Donc toi, t'es pas du tout Apple Watch, t'es plutôt Fitbit. Je suis pas du tout Apple Watch parce qu'en fait, je veux pouvoir suivre mes rythmes circadiens et tu peux pas le faire avec l'Apple Watch parce que tu dois la recharger tous les jours. Je me suis plaint de nombreuses fois des nouveaux MacBook Pro Apple qui sont absolument qui sont pourris. Je regrette la génération précédente et j'attends avec horreur le jour où ils vont les arrêter complètement, ou quelqu'un, mes pauvres, je serais forcé de passer sur une nouvelle génération. Et en fait, l'iPad, j'ai jamais trouvé une utilisation pour l'iPad. Donc j'ai eu le grand iPad, le petit iPad, mais je l'utilise pas. Donc pour moi, la seule chose que je continue à utiliser tous les jours, plusieurs heures par jour, c'est mon iPhone. C'est quasiment mon outil. Enfin, j'utilise beaucoup mon ordinateur, mais c'est mon outil principal de travail. Et donc, si il est plus rapide, si il a plus de mémoire, si il y a de nouvelles fonctionnalités, je vais regarder parce que si l'iPhone augmente ma productivité de quelques pourcents, c'est quelque chose qui aura un impact sur moi. D'accord. D'ailleurs, le prix de l'iPhone XS Plus sera intéressant parce qu'il sera sans doute à quoi, 1200 €, quelque chose comme ça. Si le XS reste à 1000 €, il y aura sans doute celui avec écran LCD qui sera moins cher, le 10S qui sera à 1000 €, et puis le Plus qui sera plus cher, j'imagine. Il s'est tellement bien vendu, le disque. Ouais, donc toi, c'est vraiment les téléphones. Marion, toi, il y a quelque chose qui t'intéresse dans toute cette flopée de rumeurs? Alors moi je suis pas du tout Apple Watch, mais ils ont annoncé qu'il y aurait un capteur pour l'UV. Donc ça je trouve ça assez cool, surtout pour un produit. Enfin ils ont annoncé, c'est une rumeur. Oui, c'est une rumeur, tout à fait, tu fais bien de le préciser. Mais ça, je trouve ça bien, surtout pour un objet qu'on porte au poignet, comme ça, ne serait-ce que pour se protéger et avoir une petite alerte ou une petite information sur le danger de l'UV. Je trouve ça très, très malin. Le MacBook Air, j'ai du mal à comprendre son positionnement, donc peut-être que j'ai raté quelque chose par rapport à la lignée des MacBooks. Oui, des nouveaux qui sont à 1200... 1200 €, 1300 €. Mais en fait, le MacBook Air, c'est vraiment le MacBook d'entrée de gamme qui se vend énormément aux étudiants. Et pour 1 millier d'euros, c'est un appareil qui fait ce qu'il a besoin de faire. Il n'a pas été mis à jour depuis quelque chose comme 3 ans ou 4 ans. Le design n'a jamais changé en fait. Donc, mais tout à fait, mais du coup, moi, quand les MacBooks sont sortis, je me suis dit qu'ils allaient remplacer les MacBook Air en fait. C'est vrai. Mais peut-être que le nouveau MacBook Air sera un design de MacBook un petit peu allégé, je sais pas. Mais ils sont déjà tellement légers. Ils vont être transparents. Peut-être que ça sera juste un MacBook, mais moins cher, une version un petit peu plus abordable du new MacBook, quoi. Ouais, donc du coup, je m'interroge un petit peu là-dessus. Et après, pour l'iPad, oui, alors le Face ID, moi je suis très fâchée, toujours par le Face ID. Donc c'est la seule chose que je déteste profondément sur mon iPhone 10 et qui me fait perdre du temps précieux chaque jour. Donc je hais l'inventeur du Face ID. Donc je certainement pas que j'achèterai un iPad avec ça. Surtout que pour moi l'iPad ça reste un écran secondaire. J'arrive pas du tout à être productive avec l'iPad. C'est vraiment pour de la détente, pour du divertissement en second screen, c'est tout. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Alors une autre rumeur, c'est les stylets, le Apple Pencil, qui serait compatible avec les nouveaux iPhone 10, donc iPhone 10S, et peut-être qu'il y aurait un stylet de petite taille, mais en même temps où le mettre. C'est tellement antinomique avec l'utilisation de l'iPhone, ça me paraîtrait un petit peu bizarre quand même où le mettre, l'attacher. Enfin, il faudrait une caisse, comment dire, une caisse, pas une caisse,
un étui spécial, enfin, ça serait juste bizarre. Donc ces rumeurs, je sais pas ce qu'elles valent. Moi, c'est l'Apple Watch que j'attends parce que même si je l'utilise pas beaucoup, j'aime bien la mettre de temps en temps et j'ai encore mon Apple Watch, la toute première. Donc ça fait genre, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc je me dis 4 ou 5 ans, je me dis au bout de 5 ans, je peux peut-être en acheter une autre. Bon, on verra. Parce que j'utilise de temps en temps et elle a une petite utilité gadgetique, on va dire. Donc là, tu cherches une excuse pour acheter la nouvelle version de l'Apple Watch. Je cherche une excuse pour acheter quelque chose, pour acheter quelque chose dans cette à cette keynote d'Apple. Il faut bien que je peux pas rentrer dans un magasin et ne ressortir avec rien. Apple va déjà passer le trillion de dollars, donc 1000 milliards de dollars. Ils n'ont pas besoin de moi, c'est ça. Ils n'ont peut-être pas besoin que tu dépenses des sous si durement gagnés grâce à nos patriotes. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, tu peux changer de bracelet d'Apple Watch, hein. Oui, mais c'est juste qu'elle commence à être sérieusement vieille, la mienne. Donc, bon, oui. on verra. Il veut changer son Apple Watch parce que ça fait trop longtemps qu'il l'a, et puis voilà, c'est tout. Alors la question, c'est est-ce qu'ils ont augmenté la durée de vie de la batterie sur celle-là ou pas? Ah bah non, ils vont augmenter la taille de l'écran, donc ils vont rester à une journée, un peu plus d'une journée, 2 journées si tu l'utilises pas beaucoup. Donc, mais c'est une blague. Comment tu peux regarder un truc et te dire ah bah ça va pas durer la journée. Franchement, déjà moi ça dure 5 jours et je suis pas content. Bah, clairement, elle est pas faite pour toi, ça c'est certain. Moi je l'utilise en fait, c'est tout bête, mais c'est une sorte de couteau suisse. J'utilise même dans la maison de campagne, comme il fait nuit en hiver, il fait nuit. Et il fait très noir dans la grande maison, donc et pour pas réveiller le petit, tout ça, je l'utilise en lampe torche en fait. C'est tout con, hein, mais bon, ça fait cher la lampe torche, vous allez me dire. Ça coûte pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais j'utilise pas gadget que avec son poignet. Non, mais c'est ça. Mais je l'utilise pas que pour ça. Mais c'est le genre de truc. Donc ça, c'est l'utilisation principale. Ok, c'est quoi l'utilisation numéro 2? Allez, on va voir parce que je te parie ce que tu veux que en gros pour $30 t'arrives à acheter les 4 ou 5 trucs pour lesquels tu utilises ton Apple Watch. Non, je suis d'accord. Et en plus t'as pas besoin de mais Jeff, t'as rien compris, ça ne sera jamais aussi compact que l'Apple Watch. Il ne peut pas transporter en même temps une lampe torche, une calculette, je ne sais quoi d'autre. Des timers, tu vois, des alarmes, tout ça. Et est-ce que l'autre solution que tu pourrais me proposer, Jeff, est-ce qu'elle aurait un logo de pomme dessus? Non. Donc voilà, c'est bien le problème. Non, mais je veux dire, je peux t'aider, hein, Patrick. Hein, je peux te dessiner. T'es designeuse, c'est ça. Mais non, mais au-delà de ça, il y a aussi l'aspect simplement l'envie de mettre une montre au poignet. J'ai pas envie de la voir tous les jours, mais de temps en temps, c'est juste, comme tout le monde le dit, c'est un petit bijou, quoi. L'aspect bijou qui joue aussi. À ce moment-là, tu t'achètes une belle montre pour 50 à 100 $, et puis non, mais je veux pas. Comme ça, tu peux en acheter plusieurs. Mais je veux pas une belle montre. Je veux une montre tech qui soit un truc de geek, qui me fasse ma lampe torche en même temps, tu vois. Mais oui, mon geekounet, pas de problème. C'est bien résumé. Bon, parlons de Google un petit peu, qui serait en train de préparer le lancement de son enceinte connectée avec écran, comme le Echo Spot, je crois, il s'appelle comme ça. Juste pour dire que moi, je ne trouve toujours pas d'utilité à toutes ces enceintes connectées. J'en parlais sur Twitter il y a quelques jours, et j'ai l'impression que les gens les utilisent pour mettre des timers, mettre de la musique et avoir leur briefing du matin. Ah, t'as oublié un usage très important là, Patrick. Ah oui? Écoutez le rendez-vous tech. Ah chez Google, je crois qu'on peut. Je suis pas sûr qu'on puisse chez Amazon. Je voulais faire une skill avec quelqu'un qui sait faire ça et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Alors en tout cas, nous, on a été contactés par quelqu'un qui avait acheté un Amazon Echo Spot et qui nous dit alors vous avez un skill pour le Techscope de Naotech là que je puisse l'écouter. Et on lui a dit non. Il fait bon alors je vais bosser dessus. Ah bon oui. C'est gentil ça. On n'a pas encore de nouvelles, hein, mais... Ouais. Non, mais moi, il y a quelqu'un, effectivement, qui a fait ça pour un autre podcasteur que je connais, et je voudrais m'en occuper pour faire ça pour le rendez-vous tech aussi. Mais bon,
Vu l'utilisation que j'en ai moi-même, je suis... Bon, enfin bref. Donc, Google va arriver avec Google Home avec écran. Il y a eu cette histoire de scandale sur la localisation et l'enregistrement de la localisation dans Android, puisque le fait de désactiver le paramètre qui s'appelait Location History, donc historique de localisation, ne désactivait pas le fait que Google connaissent votre localisation. Et pour moi, c'est un petit peu comment dire, une tempête dans un verre d'eau, parce que, évidemment, si vous désactivez l'historique de localisation, ça veut dire qu'il ne va pas enregistrer votre localisation forcément. Mais par contre, il a bien sûr besoin de votre localisation pour que vous utilisiez pour plan, par exemple, pour vous localiser sur un plan. Quand vous lancez une application de plan, bah forcément, il va avoir besoin de savoir où vous êtes. Donc, la manière dont c'était décrit dans les paramètres était peut-être pas 100% juste, donc ils ont corrigé un petit peu ça, mais voilà, ça a fait un mini scandale la semaine dernière, donc je voulais l'évoquer. J'ai pas l'impression que c'était non plus la fin du monde, quoi. Je sais pas si ça vous a marqué, mais bon, voilà. Pour moi, c'était pas incroyable. Bon, visiblement pas. Donc, parlons de Google en Chine. En fait, c'était il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, Google a annoncé qu'il quittait la Chine pour des raisons vraiment éthiques. Ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas livrer des informations sur les dissidents que leur demandaient les autorités chinoises. Donc, ils ont quitté la Chine et ils opéraient depuis Hong Kong, bien sûr. Et là, on a des rumeurs persistantes depuis plusieurs semaines selon lesquelles Google serait en train de préparer une version de son moteur de recherche qui pourrait être compatible avec les besoins et les désirs du gouvernement chinois. Et on a appris récemment, là, il y a quelques jours, que Sergey Brin n'était même pas au courant. Donc Sergey Brin qui gère Alphabet et qui a évidemment... Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la structure entre Sergey et Larry Page. Mais bien sûr, ils sont à la tête du conglomérat. Et en 2010, ils étaient partis, notamment parce que Sergey Brin, qui a des origines russes, est très sensible à la question des régimes politiques qui viennent demander des informations à un petit peu tout le monde. Donc, en même temps, le marché chinois est tellement énorme, on peut se dire... bon, c'est bien, enfin c'est bien d'avoir ce genre de principe, mais est-ce que c'est vraiment le boulot d'une société privée de décider avec qui il est acceptable de faire du business ou pas? Enfin, est-ce que Google aurait raison de revenir en Chine ou pas? Je vais poser la question à Jeff, parce que tu n'as plus que quelques minutes avec nous pour aller écouter tous tes pitchs toute l'après-midi. Est-ce que ça serait compréhensible ou est-ce qu'ils ont pris une décision éthique à laquelle ils devraient se tenir? Je pense que le problème, c'est que l'importance de la Chine au niveau de l'Internet mondial s'est énormément développé depuis quelques années. On voit aujourd'hui le nombre de boîtes chinoises qui sont dans le top 100 des boîtes Internet mondiales. Et même si je pense que Google, fondamentalement, voudrait respecter la partie éthique, au niveau commercial, au niveau business, c'est vachement difficile pour eux de s'y tenir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de protestations en interne parmi les employés sur il y a eu projet, une pétition qui a recueilli 1 millier de signatures. Enfin, c'est compliqué, oui. C'est 1 millier de signatures, bon, mais c'est qu'un petit morceau de Google. Hein, non, c'est sûr, mais c'est quand même, ça fait tourner les têtes, quoi. Oui, tout à fait, c'est significatif. Mais je pense qu'ils sont un peu stuck, parce que bon, c'est une boîte qui va aussi arriver à 1 trillion de dollars de market cap. Les marchés sur lesquels ils doivent opérer sont globaux. Et ne rien faire en Chine quand tu es Google, c'est vachement difficile, quoi. Donc, je pense que c'est une réponse qui est très nuancée, quoi.
c'est non seulement compliqué pour la Chine, mais c'est aussi compliqué de se priver des données que peuvent fournir la population chinoise en utilisant les moteurs pour peut-être avoir des informations qui seraient intéressantes pour l'ensemble de leurs services. C'est là aussi peut-être qu'il y a... Enfin, on ne sait pas, hein, là on suppute, on imagine, mais il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Tu nous dis quand tu dois partir, Jeff, hein, je vois que l'heure avance, donc... je veux partir d'ici 2-3 minutes. D'accord. Je suis intéressé par la réponse de Marion. Alors, Marion, résous ce problème pour nous. Est-ce que Google doit retourner en Chine ou est-ce qu'ils doivent respecter leur ancien slogan « Don't be evil ». C'est un équilibre compliqué à trouver, hein. Je pense qu'il n'y a pas de réponse facile là-dessus. Il faut qu'ils soient prêts à trouver le juste milieu entre mettre en danger leur image de marque et les valeurs qu'ils étaient censés soutenir jusqu'ici et se transformer, même s'ils disent qu'ils ne vont pas le faire, en outil de propagande et de censure pour le gouvernement chinois. Le problème, c'est qu'il s'agit pas d'une technologie anodine, si ça existe une technologie anodine, ou juste, je sais pas, il s'agit pas d'un couteau suisse ou en fait, il s'agit d'un couteau suisse un peu digital, enfin numérique, qui va être utilisé par le gouvernement. Et c'est ça qui est très très problématique. Et en fait, c'est pas le même problème pour toutes les sociétés qui souhaitent s'implanter sur le marché chinois. Et là, malheureusement, pour Google, ils sont pile poil là-dedans. Pour moi, je pense qu'ils se mettent extrêmement en danger, même si, encore une fois, ignorer le marché chinois, c'est aussi se mettre en danger avec la montée des marques chinoises qui vont ensuite grappiller le marché européen, enfin occidental, etc. Donc c'est aussi un autre danger, hein. Est-ce qu'on a envie d'avoir... alors on a DJI qui est déjà sur le marché européen, enfin occidental, et qui ont beaucoup de succès. Est-ce qu'on a envie ensuite d'être dominé dans tous les domaines de la technologie par des marques chinoises? Je ne sais pas non plus, surtout si elles ont des accords avec le gouvernement chinois. Là, c'est sûr que pour Google, alors moi je pense que c'est un projet qu'ils ont lancé genre pour voir si c'était faisable, sans trop en parler. Il doit y avoir Pichai qui s'est fait pitcher le truc justement, et il a dit bon, on n'en parle pas à Larry et Sergey. Développe-le dans ton coin, on verra ce que ça donne une fois que ça sera fait et si c'est implémentable. Pour le moment, on voit juste ce que ça donne. Mais évidemment, au départ, tu te dis, on va juste créer un moteur de recherche qui va censurer les résultats dont ne veut pas le gouvernement chinois. Ok, bon, le dommage est minimal, mais évidemment, à terme, Google, s'ils se lancent sur le marché chinois, ils vont pas se limiter au moteur de recherche. Il va y avoir tous leurs services, Google Docs, enfin tous les services qui permettent d'avoir Gmail, etc. Et bien sûr que le gouvernement chinois va aller les voir, il va leur taper à la porte. On voudrait les infos sur un tel, on voudrait les infos sur un tel. On a vu que le gouvernement chinois était en train d'établir un registre des Ouïghours. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ils ont carrément un registre de toutes ces minorités ethniques musulmanes qui est en rébellion depuis... Enfin, il y a toute une répression, c'est horrible. Et en plus, le gouvernement chinois exige que les serveurs de ces sociétés technologiques soient sur le sol, voilà. Bah oui. Et Apple a récemment amené ses serveurs des services iCloud des ressortissants chinois sur le sol chinois pour que le gouvernement y ait accès physiquement et puis qu'il puisse leur imposer les backdoors qu'ils veulent, etc. Donc évidemment que Google s'expose aussi à ce genre de choses. D'un autre côté, Google a intérêt à avoir ces données et puis commercialement c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut pas se dire un peu d'internet bien foutu et peut-être en essayant de pousser un petit peu le bouchon par rapport au gouvernement chinois de temps en temps quand on peut, est-ce que c'est pas mieux que rien du tout, que les laisser entre guillemets dans le noir et de n'avoir que des moteurs de recherche entièrement chinois, des trucs comme Alibaba, etc., entièrement chinois, Baidu. qui sont entièrement ou Baidu, oui, tout à fait, qui sont beaucoup plus peut-être, ou je sais pas, mais j'imagine plus facilement contrôlables par le gouvernement chinois. Et enfin, dernier point que je voulais faire, est-ce que c'est le rôle de Google? On peut dire oui, mais le rôle de Google et de ces sociétés de dire, tel pays, nous on veut pas bosser avec, tel pays on veut bien, tel pays on veut pas. Il y a des vétos, enfin je sais plus comment, le terme ne me vient pas, mais des bans, des trade bans qui sont instaurés par
par des pays quand on estime que, par exemple, tel pays est sponsor du terrorisme, je dis n'importe quoi, ou ne respecte pas les droits de l'homme. Eh ben, on met le gouvernement, donc le représentant du peuple, dit vous, société de notre pays, vous n'avez pas le droit de travailler avec tel pays parce qu'on estime qu'ils vont trop loin. Bon, c'est le rôle des gouvernements. Donc, est-ce que c'est le rôle non plus aussi de Google? Est-ce que justement, on n'est pas dans cette pas fierté, mais cette hubris? Oui, c'est de la fierté, enfin de l'excès de fierté, de se dire, bah nous, on va décider qu'est-ce qui est bien, et qu'est-ce qui est pas bien, qui est plus vraiment à la mode aujourd'hui dans la tech. Donc, je sais pas, j'ai pas de réponse simple à ça non plus. Je suis comme vous. Je pense pas qu'il s'agit d'une question de fierté. Je pense que c'est le positionnement d'une marque et la vision et la réputation ou l'image de marque qu'elle donne auprès de ses utilisateurs. C'est un parti pris. Après, si Google l'assume, il l'assume. Un point, c'est Pardon, tout. c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Et si il y a une dose d'orgueil, parce que quand ils sont partis de la Chine, c'était peut-être pas de l'orgueil, mais au moins de la... Bah, un peu quand même. Ouais, c'était genre, nous, C'est on ne fait pas, bravado, quoi. nous, on ne bosse pas avec des gouvernements qui font telle et telle chose, parce qu'on est don't be evil. Il y a une Parce certaine que ça dose les de arrangeait. jugement moral, quoi. Parce que Peut-être, ça oui. les arrangeait à ce moment-là de dire ça de cette manière-là, au lieu de dire bah ça va nous coûter beaucoup, enfin assez cher Moi, je crois d'être. qu'il y avait une volonté authentique de Sergey Brin, mais bon, on saura jamais. Ouais. Mais... Oui, mais On et sait pas. soi-disant que Sergey n'était pas au courant de ce dernier truc-là. Donc, Oui, de ce moteur qui est en développement, de ce projet Dragonfly qui est en d'un côté, développement. c'est Larry qui mène la boîte, hein, c'est plus C'est du Sergey. Sergey, mais bon, il a quand même son mot à dire. Si Sergey dit non, je veux pas, et que... Enfin bon. Bah, on verra bien. Bon, Je vais il vous nous laisser, reste une que- histoire, mais on va te laisser partir, Jeff, Yep. pour tes pitchs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. @Jeff sur Avec grand Twitter. plaisir. À Jeff. Et on se retrouve dans un mois. Bah, dans un mois, très bien. Merci bientôt. beaucoup, Allez. Jeff. À très Bisous à vite. tous. Ciao, ciao. 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 Bon, et notre dernier sujet est un autre sujet qui nous fait peut-être un peu nous gratter la tête, encore qu'on devrait avoir l'habitude avec Amazon, puisqu'il semblerait qu'Amazon soit en train de tenter de racheter des cinémas. La chaîne de cinéma Landmark Theatres aux États-Unis, c'est plutôt des ciné qui jouent des films indés. Ce genre de choses, il y en a une 50aine aux États-Unis, donc c'est pas non plus une chaîne de ciné immense. Pardon. Mais Amazon serait visiblement dans la course pour le rachat de ces cinémas. Marion, qu'est-ce que ça veut dire? Amazon rachète des grands distributeurs, le Whole Foods, ils sont en train d'ouvrir des boutiques physiques. Il y en a 2-3 expérimentales et puis ils disent qu'ils veulent en ouvrir plus. Et maintenant des cinémas alors qu'ils ont Amazon Prime Video. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le physique Amazon qui était le tout dématérialisé? Je ne comprends pas. Eh ben, ils ont commencé par ce qui était logistiquement peut-être le plus simple, même si je suis un peu méchante en disant ça. Et maintenant qu'ils sont suffisamment forts, ils vont grignoter le marché physique. Je trouve ça plutôt malin, mais du coup maintenant on voit bien un pattern émerger chez Amazon. C'est comme tu dis, après Amazon Prime, le service de livraison de courses, maintenant ils ont racheté Whole Foods, et après Amazon Prime Video, ben maintenant ils rachètent la chaîne de cinéma. Donc c'est assez rigolo à voir, quoi. Enfin, rigolo. Oui, je sais pas c'est vraiment le géant quoi Amazon penser. qui rachète tout, quoi. C'est ça, et c'est vraiment... en fait, disons que si on veut voir les choses avec un côté un petit peu positif, c'est vraiment la confirmation que l'omniprésence du numérique ne veut pas dire que le physique n'a pas de raison d'être. Et sur le cinéma, je pense, en France en particulier, on est très 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 amoureux de cinéma. Pour ceux qui ne le savent pas, Paris est la ville où il y a le plus de cinéma par habitant au monde et où les gens vont le plus au cinéma au monde. Donc en France, on a vraiment un amour du cinéma qui est très sensible. Mais le cinéma évolue peut-être un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'expérience cinéma dans la vie des gens. Je crois que le fait que Netflix et Prime Video et tout ça soient et autant de succès ne veut pas dire que les gens ne vont pas au cinéma. Et on le voit
avec les succès des films à grand spectacle de ces dernières années, il n'y a pas une année qui se passe sans que un film de super-héros ou un truc du genre ne batte le record de l'année précédente. Donc, le cinéma a encore de beaux jours devant lui, et peut-être qu'Amazon cherche aussi un moyen facile de placer les films qu'ils produisent pour le service Amazon Prime dans des cinémas. Est-ce que c'est une question d'image ? Est-ce que c'est une question vraiment de se dire ça va nous faire de l'argent ? C'est pas avec 50 salles qui vont faire de l'argent, mais peut-être qu'ils voudraient s'étendre ensuite. Enfin, est-ce que c'est une question de prestige peut-être simplement de se dire nos films Amazon Prime Video vont sortir dans les cinés pour ceux qui le veulent aussi, en plus d'être disponibles sur Amazon Prime ? Je pense que c'est possible. Ça peut être aussi une chaîne qui va leur permettre de tester des programmes, qui va leur permettre d'organiser des événements avec potentiellement les créateurs de l'œuvre. Et en effet, je pense que ça peut participer à l'image d'Amazon. Tu sais, on parlait notamment des boutiques Apple Store, des Mi Store, etc. C'est pas forcément pour faire plus de chiffres, c'est juste pour faire une démonstration de l'expérience des différents produits d'Apple, de la marque, de l'écosystème Apple. Ben là, c'est peut-être aussi un peu la même chose. En se faisant un nom sur cette chaîne de cinéma, en associant l'image d'Amazon, ben on va associer Amazon à des films indés bien produits, qui sortent des blockbusters de super-héros qu'on voit à longueur de journée au cinéma, parce que l'expérience de cinéma pour notre plus grand plaisir, t'as oublié de dire pour notre plus grand plaisir. Pour notre plus grand plaisir et divertissement, je vais dire, mais l'expérience du cinéma ne se limite pas évidemment à ça, et heureusement. T'es bien parisienne, toi. Ah non, mais alors là, moi j'adore aller voir des films de super-héros au cinéma. Hein. Alors là, il n'y a pas de souci. Ça va, mais ça, ok. Pas que. On peut continuer. J'arrête de t'interrompre parce que tu as dit ça. Ok, ça va. Non, mais je pense que, comme tu le disais, c'est un peu similaire à ce que Apple fait avec ses Apple Store, où ils vont se servir de leur boutique pour asseoir leur image de marque, créer une expérience autour de la marque. Ben là, c'est peut-être la même chose. Ils veulent associer Amazon à peut-être une image un peu plus indé, même s'il reste accessible au grand public. Tu vois, ils ont quand même racheté Whole Foods. Je veux dire, Whole Foods, c'est quand même pas le supermarché du coin. Donc, tu vois, c'est un peu le truc bobo quand même. Ouais, voilà, complètement même. Non, c'est vrai, il y a une valeur tangible en fait à ces choses-là, et je crois que l'intérêt pour Amazon de sortir un petit peu du numérique ou d'avoir des tentacules qui sortent du monde numérique pour s'ancrer dans le monde physique et dans le monde tangible, ça peut être c'est un moyen de rendre leur présence sensible aux gens. Aux vrais gens en fait, et c'est vrai que d'une part c'est important, et puis d'autre part peut-être qu'il y a un petit élément de bah on peut le faire, ça va nous coûter combien, quelques dizaines de millions, peut-être une centaine, ok, vas-y, prends-le, tu le passes dans le bilan de ce trimestre et puis c'est bon, ça passera. Bon, je savais pas quoi faire cet été, bon allez, on va racheter une petite chaîne de cinéma, ça va m'occuper pendant 2 mois. C'est ça, et on verra ce que ça donne. Bon, très bien, voilà pour notre épisode d'été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, j'allais dire, mais avec moi, Marion. Si les auditeurs veulent retrouver un petit peu plus de ton activité internetienne, et s'ils ont une âme musicale et artistique, je dirais, pour t'orienter un petit peu, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Ils peuvent évidemment me retrouver sur mon blog de musique wildsession.fr ou même le compte Twitter du même nom. Sinon, vous pouvez me suivre sur Aisea Design également. Et le lien sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup Marion. Et bien sûr, Nowtech TV aussi. Bon. Bien sûr. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver sur toutes ces plateformes. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr où vous pouvez venir commenter si on dit des choses
qui vous intéressent, que vous trouvez intelligentes, vous pouvez venir nous le dire, ou des choses que vous trouvez un petit peu bêtes, ça nous arrive de temps en temps. Vous pouvez nous corriger également, donc sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi dire à vos amis, à vos collègues que l'émission est intéressante et les encourager à l'écouter, et même les abonner sur leur app de podcast et leur dire voilà, maintenant t'es abonné, tu peux écouter. Par exemple, je ne suggère pas que vous que vous hackiez leur smartphone pour leur mettre le rendez-vous tech sur leur portable, mais bon, disons que si vous le faites, c'est pas un gros problème, c'est pour la bonne cause, quoi. Et si vous voulez aller encore plus loin que de hacker le smartphone de votre ami ou de vos amis, eh bien, vous pouvez soutenir le Rendez-vous Tech financièrement sur patreon.com/rdvtech et vous pourrez choisir la somme que vous donnez, le montant, le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois, le temps que vous soutenez. Si vous voulez vous arrêtez quand vous voulez. Je le dis tout le temps, c'est un business model incroyable. Et si vous appréciez l'émission, si on vous divertit et si on vous informe, bah pensez-y, ça serait sympa parce que c'est un travail qu'on fait de toute façon et que vous pouvez avoir quoi qu'il arrive. Donc si vous l'appréciez depuis quelques mois, quelques années, peut-être que ça serait intéressant pour vous de vous dire est-ce que c'est le moment de filer le prix de quelques cafés à Patrick sur patreon.com/rdvtech. Voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Le prochain épisode, je risque, ça va être un peu compliqué parce qu'on va être en vadrouille avec le petit en train de voyager. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a le rendez-vous live, le vrai rendez-vous l'IRL, le 26 au Corcoran du Sacré-Cœur. Les informations sont sur le site frenchspin.fr. Oui, tu y seras, Marion? Oui, venez, ça va être sympa. Cool, ça va être très sympa. Donc le dimanche 26 à 14h, oui, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Donc si vous pouvez être là, ça sera très cool. Mais donc l'épisode d'après, comme ça va être un petit peu le foutoir avec le studio, on sera dans le studio avec le petit et tout, je risque de le faire tout seul. On verra s'il y a des invités ou pas. Mais donc ça va être un petit peu compliqué, mais il y aura un épisode, bien sûr, on ne manque pas un épisode du Rendez-vous Tech. Ça ne s'est jamais vu, ça, monsieur. Ça serait un motif d'inquiétude interstellaire. Les gardiens de la galaxie débarqueraient pour voir ce qui se passe, tout ça, ça serait la folie. Donc voilà, on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec moi. Merci à Jeff qui nous a laissé un petit peu tôt, à Jeff comme on le disait sur Twitter. On vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao, à bientôt.